Journal de bord d'un élu local. Avec Nico. Ding 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 et Gaël. C'est parti. Bonjour Nicolas. Ça va ? Tu vas nous parler un petit peu d'une de tes découvertes également aux journées d'été. Je te laisse enchaîner. Vas-y. Ok. Non, alors, je te parlais tout à l'heure parce qu'on avait conclu sur le fait que ça boostait, que c'était très enthousiaste, mais pour être honnête, je suis rentré et j'ai eu aussi une espèce de gros coup de barre. J'ai eu 2 jours de pas bien, quoi, parce que je me sentais pas du tout à l'échelle du changement qui avait besoin d'insuffler et dont je m'étais véritablement rendu compte pour la première fois lors de ces journées d'été par un collectif qui a inventé une sorte de jeu ou de support pour sensibiliser à ce que veut dire l'atteinte des objectifs de la COP21 et ne pas passer la barre des 2 degrés, qui s'appelle Résistance climatique, et qui a fait un jeu pour appréhender les ordres de grandeur de l'empreinte carbone d'un Français, et qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Et donc, Inventons nos vies bas carbone, si tu veux, c'est très visuel. Tu as une frise, on te montre l'empreinte carbone moyenne en France, et on sait que sur l'empreinte carbone en France, si on veut pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique, on doit avoir chacun une empreinte carbone inférieure à 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'y arrive pas, si on reste sur la trajectoire actuelle, on va dépasser la trajectoire des 4 degrés. Et donc j'ai lu un témoignage, il y a un certain nombre de témoignages, à chaque fois ils prennent des chiffres de l'ADEME, des agences gouvernementaux et de scientifiques ou d'économistes. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est l'ADEME ? L'agence pour les... C'est l'agence nationale qui parle d'énergie et de climat. Voilà, ça me va très très bien quand même. Et donc, je te lis un des témoignages qui m'a choqué, où je me suis rendu compte ce que ça voulait dire d'arriver à 4 degrés, et après je vais te dire un peu où on en est de notre empreinte carbone. Tu as parlé de 2 degrés tout à l'heure. Voilà, mais donc 2 degrés, en fait, si on veut rester... C'est l'objectif qu'on se fixe à minima, pour que ça soit pas trop catastrophique, pour limiter l'emballement climatique. Il ne faudrait pas qu'on dépasse les 2 degrés par rapport à la période d'augmentation des températures, et par rapport à avant la révolution industrielle. Et c'est défini par la COP21. Et c'est défini par la COP21, voilà. Par les scientifiques, et la COP, par le GIEC, en fait, le groupement international des experts du climat. Donc c'est un groupement de centaines d'experts de toutes nationalités, qui travaillent ensemble sur le réchauffement climatique et ses conséquences, et qui donnent des ordres d'idées. Et les 4 degrés, c'est ce qu'il faudrait vraiment accomplir pour pas que... Non, les 2 degrés, c'est ce qu'il faut accomplir. Ouais. Les 4 à 6 degrés, c'est ce vers quoi on va si on reste à l'échelle du changement très minime qu'on a aujourd'hui. D'accord. Si on reste sur cette trajectoire-là, on va très vite s'orienter vers 4 à 6 degrés de réchauffement climatique au lieu des 2 degrés qu'il faudrait atteindre à minima. D'accord, ok, merci. Et donc, il ne faut pas qu'on atteigne ces 4 degrés ou ces 6 degrés. Okay. Et donc là, je voulais te lire ce qui se passe si on change pas notre modèle prévisionnel et qu'on atteint ces 4 à 6 degrés. Ouais. Alors je tiens à dire que la personne que tu vas lire s'appelle Gaël Giraud. Comme toi. Il s'appelle Gaël, et j'étais un peu déçu de savoir que tu avais un autre Gaël dans ta vie. Mais Gaël Giraud, c'était le chef économiste de l'Agence française de développement, l'AFD. Voilà, il est prêtre jésuite aussi, mais je ne sais pas si ça Non, ça c'est personnel. Donc voilà, c'était en octobre 2017 à l'école normale supérieure. L'enjeu du changement climatique est majeur et gravissime. On assiste à une sous-estimation de la gravité du scénario du business as usual. Ça nous amène à plus de 4 degrés à la fin du siècle de réchauffement climatique. Et à partir du moment où c'est plus 4 degrés, c'est très difficile de mesurer si ce sera plus 5 degrés, plus 6 degrés. Il peut y avoir des effets d'emballement. Il y a de très fortes non-linéarités. Ce qui est sûr, c'est qu'à plus 6 degrés, les récents travaux ont montré que les 3/4 de l'humanité se trouvent toute l'année en situation caniculaire impropre à la vie humaine. Donc plus 6 degrés, ça veut dire que les images que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse sont à lire de manière littérale et non plus de manière allégorique. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Ah oui, en effet, là on voit bien le prêtre jésuite, il prend un exemple. Et maintenant, je te lis un peu en termes de déplacement des populations, ce que ça représente. Si les gens ne migrent pas,
Les 3/4 de la population humaine devrait connaître plus de 20 jours par an de conditions létales, soit le moment où le corps humain ne peut plus survivre à cause de la chaleur et de l'humidité. Toute l'Amazonie est condamnée, le bassin du Congo, le golfe de Guinée, la façade est de l'Afrique, le littoral indien, l'Asie du Sud-Est, où le nombre de jours mortels pourrait excéder 200 jours par an. Ces zones vont être désertées. Sur la côte est américaine et chinoise, on pourrait approcher les 100 jours par an de conditions létales. La Banque mondiale chiffre à 2 milliards le nombre de réfugiés climatiques dans la seconde moitié du siècle. Je pense que cela demeure très sous-estimé. Si l'Inde et l'Asie du Sud-Est deviennent invivables, au moins 3 milliards de personnes vont devoir migrer. Donc là, on prend vraiment conscience que la transition écologique, en fait, c'est pas une option. Tu nous avais parlé d'un jeu. Est-ce qu'on peut peut-être jouer ensemble? C'était quoi ce jeu-là? Inventons. Novi bas carbone. Novi bas carbone, ok. En fait, ce jeu, c'est plutôt un support pour... parce que tout ça, ça paraît quand même très lointain quand je te lis ce texte. Et chacun individuellement, on voit pas trop ce qu'on peut y faire. Et ce support, ça rend visuel notre impact à chacun individuel. Où aujourd'hui, chacun d'entre nous dépense 16 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Pour atteindre ces 2 degrés, on devrait être à 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Donc ça parle pas trop, dit comme ça. Attends, Ouais. nous on en fait 2 et on devrait en faire 2 Ouais. et on en fait 16 par personne. On fait 12, pardon, on en fait 12. En gros, nos activités, c'est l'alimentation, c'est le transport, nos déplacements, c'est la consommation, et c'est aussi tous les services publics dont on bénéficie. Et chacune de ces choses, l'alimentation, le transport, le logement, nos consommations et les services publics qu'on utilise, à chaque fois, ils brûlent ils ont un impact CO2. Et en moyenne, on utilise 2 à 3 tonnes d'équivalent CO2 pour chacune de ces choses. C'est-à-dire que comme tu utilises déjà 2 à 3 tonnes CO2 pour t'alimenter, logiquement, il ne te reste plus rien comme quota pour te loger, pour tes transports, pour tes services publics. Ouais. Et ce qui est assez visuel, c'est qu'en gros, quand on te met tout ça sur une ficelle où 10 cm égale une tonne CO2, tu as 1,2 mètres de CO2 qu'il faut faire rentrer dans un petit carton qui fait 20 cm. Et là, tu te rends compte de l'échelle des changements de vie qu'il faut qu'on arrive à insuffler, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que c'est un jeu visuel qui est pas facile à faire passer À la radio. Il y a de ça, c'est sûr. Et si je te prends un exemple sur l'alimentation, on est à 2,4 tonnes CO2 par personne. Mais sur ces 2,4 tonnes, si tu manges de la viande une fois par jour, tu es à 2,2 tonnes équivalent CO2. Mais si tout d'un coup tu passes de viande ou tu en manges beaucoup moins, ça réduit énormément déjà ton impact carbone. Et il y a plein de petites choses comme ça. Sur les transports, si tu fais un seul trajet en avion dans l'année pour aller de Paris à New York, ton simple trajet en avion aller-retour, et tu fais 1,8 tonnes. Donc tu utilises tout ton quota pour ça. Mais si tu réduis tes déplacements, si tu te déplaces autrement, tout d'un coup, tu es moins impactant et tu peux peut-être y arriver. Et en fait, ça te montre qu'il faut réussir à agir sur l'ensemble de nos activités si à la fin, on veut que ça tienne. On ne peut pas juste en choisir une. Voilà. Ouais, donc, il y a un truc que tu me disais aussi, c'est si jamais on n'arrive pas à faire des efforts d'un côté, on peut peut-être juste réduire de ce côté-là, et ça voudra dire qu'il va falloir réduire un peu sur je vais dire par exemple l'alimentation. Si jamais on n'arrive pas à se passer de manger de la viande tous les jours, il va falloir réduire sur le transport, le logement. C'est ça. En fait, s'il y a des endroits où tu te dis, moi, par exemple, je veux quand même manger de la viande toutes les semaines, ça veut dire que, déjà par rapport à en manger une fois par jour, tu passes de 2,2 tonnes d'impact à 1 tonne. Mais malgré tout, c'est beaucoup. C'est-à-dire que tu as utilisé la moitié de ton quota juste pour pouvoir m'en manger une fois par semaine. Et donc, il faudra que tu fasses des efforts plus importants sur tout le reste, sur le transport, sur le logement, sur ta consommation. Et donc, et le jeu, c'est un peu ça. C'est tu prends tes petits trucs avec tes petites languettes en carton pour essayer de construire une vie qui soit faisable et où tu arrives à répondre à tous tes besoins. Moi, par exemple, je regarde énormément de films et de séries en streaming, et je sais que ça a un impact écologique énorme. Mais je sais aussi que ça va être difficile parce que c'est une façon de vivre. Et moi, je suis réalisateur, j'ai besoin. Enfin, je pourrais faire autrement, mais pour moi, ça va être difficile sur cette partie-là, je pense. Donc, je vais
pense que je vais devoir équilibrer d'un autre côté. Ouais. Et en même temps, quand tu fais, tu peux pas trop le faire. Quand tu as ton petit carton, tu te rends compte que partout il faut des efforts assez forts. Mais après, le message d'espoir, c'est sur toute la partie qui n'a pas d'impact CO2 et qui dit on peut aussi inventer une vie autrement. Aujourd'hui, une de nos problématiques, c'est qu'on est hyperactif, c'est qu'on mange plus que ce qu'on a besoin, on construit, on bouge, on fait plein de trucs, mais en réalité, on pourrait en faire beaucoup moins, ralentir un peu et juste prendre le temps de mieux vivre. Et finalement, ce qu'il y a de plus écologique, c'est d'en faire moins, mais quelque part d'en faire mieux. Quand tu joues avec tes enfants, quand tu leur lis une histoire, quand tu prends le temps d'aimer tes proches et de passer du temps avec. Qu'est-ce qu'il y a comme autre activité? Quand tu fais de la musique, quand la danse. Quand tu fais de la danse, quand tu rénoves ta maison en biosourcé, à la fois c'est une activité physique, puis en même temps ton impact est moindre et même tu vas le diminuer à terme beaucoup parce que les consommations du chauffage de logement c'est énorme. Plein de choses comme ça. Prendre son temps, c'est une des meilleures solutions. Et ça, c'est aussi un message d'espoir. Donc à la fois, je me suis pris un gros coup derrière les oreilles parce que je me suis dit, oh là là, on va jamais y arriver. Le changement sociétal est tellement énorme. Et en même temps, je me dis, oui, mais peut-être qu'on peut expliquer ça, qu'on peut expliquer que c'est peut-être l'occasion d'en faire un peu moins et d'en faire un peu mieux. Tu vois. D'accord. Et ben, on va finir sur ces notes d'espoir. De l'espoir, d'ailleurs, c'est le livre d'Éric Piolle. On va parler d'Éric Piolle tout de suite dans le prochain épisode. Voilà. Merci beaucoup, Nico. De rien. Salut.